L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est celle de Sophie. Sophie, elle vit aux États-Unis et comme travail, eh bien elle fait du porte-à-porte, elle est commerciale quoi. Donc ce qui fait qu'elle a l'habitude de voyager et d'aller dans des endroits un petit peu paumés. Là où il y a genre pas beaucoup de monde, mais potentiellement des clients où il n'y a pas eu de commercial qui est venu. Autant vous dire qu'elle a pas peur de grand chose. Il y en a qui aiment pas forcément faire ce métier, mais elle kiffe vraiment. Elle aime bien rencontrer différentes personnes. Alors oui, elle nous le dit, dans son métier, elle a rencontré pas mal de petits connards, mais pas mal de gens sympas aussi. Et surtout, faut pas se mentir, eh bien, elle aime l'argent. Et être commercial, bah, il y a des petits avantages, il y a des primes et surtout le salaire. Elle nous dit que de toute façon, aujourd'hui, tout tourne autour de l'argent. Tu veux un bel appartement? Bah, faut le payer. Hein. Tu veux bien manger? Bah, faut payer. Et si tu veux t'amuser avec tes amis, bah, généralement, c'est quand même un peu payant. Oui, on est d'accord, il y a des choses qui s'achètent pas, mais ça aide quand même pas mal, on va pas se mytho. Hein. Enfin bref, Sophie, elle nous explique ça car elle veut qu'on comprenne pourquoi elle aime son travail et pourquoi elle s'est retrouvée dans une situation plutôt dangereuse. Tout commence à un petit après-midi comme les autres. Sophie démarche des personnes chez eux. Elle tente le coup, dehors il y a de l'orage. Et ça l'arrange plutôt pas mal car qui dit un mauvais temps? Eh bien plus de personnes chez elle. Bref, elle a fini de faire une très grande tour et maintenant elle attend l'ascenseur. Là, elle a quand même pas envie de descendre une vingtaine d'étages à pied. D'ailleurs, faut rectifier ça. Elle a fini la grande tour mais surtout son travail pour aujourd'hui. Donc elle a qu'une envie, c'est de retourner chez elle. Bref, elle monte dans l'ascenseur au 20e étage et elle peut sentir que l'ascenseur fait des petits mouvements bizarres. Dans un premier temps, elle y fait pas attention, elle continue de regarder sur son téléphone. Les portes s'ouvrent à un étage mais bon, elle sait que ça fait quoi 2-3 étages que l'ascenseur a descendu. Donc elle décide de dire un petit bonjour à la personne qui est montée sans lâcher des yeux son téléphone. Bref, l'ascenseur redémarre et il y a des secousses de plus en plus cheloues. Et malheureusement, le truc que Sophie redoute va arriver. L'ascenseur est tombé en panne entre le 12e et le 15e étage. Elle sait pas trop car le truc qui indique les numéros, eh bien il s'affiche plus. Et justement, c'est à ce moment-là qu'elle va remarquer la personne étrange qui est à côté d'elle. Il est en train de la regarder avec des yeux écarquillés. Il a de la bave au niveau de la bouche et il est pas très propre sur lui. Autant vous dire qu'elle a un sentiment d'insécurité qui commence à l'envelopper. Elle essaye de garder son calme et tout et elle essaye de voir s'il n'y a pas un numéro pour appeler le truc de l'ascenseur. Et justement, elle cherche un petit peu dans l'ascenseur et elle doit bouger partout. Même si elle est pas vraiment rassurée car quand elle bouge, eh bien l'ascenseur bouge un peu. Il y a même de la sueur froide qui commence à couler le long de son dos. Tout ça à cause de l'ascenseur mais pas que. Elle peut sentir que derrière elle, il y a un regard très persistant. Et franchement, c'est horrible à vivre. Elle essaye de pas y prêter attention. Mais c'est tellement prenant qu'à un moment, elle a l'impression que l'homme avec elle a commencé à la toucher. Là, Sophie elle a un petit mouvement de recul et ça a fait bouger tout l'ascenseur, à tel point que les lumières en haut ont commencé à clignoter. Franchement, à ce moment-là, elle a l'impression d'être dans un putain de film d'horreur, puisque entre deux clignotements de lumière, elle peut limite voir cet homme rire. Bref, après toutes ses recherches, eh bien elle a trouvé aucun numéro de gars à appeler. Et le gars à côté d'elle, n'en parlons pas, il l'aide même pas. Donc elle décide qu'elle va appeler le 911, le numéro d'urgence. Et c'est au même moment que les choses vont se compliquer. Elle essaye de trouver du réseau et franchement c'est difficile dans un ascenseur. Ouais, elle va effectivement trouver du réseau à un moment. Elle va trouver du réseau mais en se mettant à genoux devant cet homme. Elle appuie sur le bouton pour appeler quand elle peut sentir qu'il y a une main qui agrippe ses cheveux et qui la tire de l'autre côté de l'ascenseur. C'est tellement soudain que sur le coup Sophie elle est sonnée. Elle comprend pas directement mais assez rapidement pour avoir peur. L'ascenseur bouge de gauche à droite. Elle est complètement paralysée par la peur. Elle a peur que l'ascenseur tombe. En plus de cet ascenseur maudit, eh bien il y a cet homme en face d'elle. Au vu de comment il vient de la tirer violemment en arrière, ce mec est totalement bizarre. À un moment, il s'est même mis à lui parler. « Qu'est-ce que tu fais chez moi toi? En plus t'essayes d'appeler qui là ?» Sophie elle essaye de lui expliquer qu'elle est dans un lieu public et que là c'est un ascenseur. Mais le gars il en démord pas, il lui dit que ça c'est son appartement. Quand elle essaye de le contredire, il se met à lever la main comme s'il allait la frapper. Elle essaye donc de se protéger comme elle peut et elle se recule dans un coin. Après un petit moment où il se passe rien, elle regarde un petit peu partout et elle voit dans sa main son téléphone. Là, elle se dit qu'elle va rentrer dans le jeu de ce gars justement. Ok, d'accord, c'est chez vous. Est-ce que vous avez les clés pour que je m'en aille? L'homme, il va se mettre à réfléchir pendant quoi 2-3 minutes qui sont vachement longues. Le gars, il reste là, silencieux, à penser. Elle lui redemande, mais le gars, il répond toujours pas. Elle décide donc de rappeler la police. Et l'homme va refaire exactement la même chose que tout à l'heure. C'est-à-dire la tirer par les cheveux, mais cette fois-ci, il va la jeter au sol. Là, Sophie, elle lui explique qu'elle veut juste appeler quelqu'un qui va venir la chercher, comme ça, elle pourra sortir de chez lui. Et que lui, comme ça, bah, il a pas à s'en faire. En écoutant ça, l'homme, il commence à hocher la tête. La stratégie de Sophie a l'air de fonctionner et elle arrive à avoir un policier au téléphone. Elle essaye de parler tout doucement pour que l'homme là-bas ne l'entende pas, même si elle sait pas vraiment s'il l'aurait entendu, étant donné qu'il a l'air d'être dans une sorte de phase. Bref, elle arrive plus ou moins à expliquer la situation et l'opérateur lui dit qu'ils vont arriver dans à peu près 10 minutes. D'ailleurs, depuis tout ce temps, les lumières n'arrêtaient pas de clignoter de plus en plus. Ça
donne vraiment une ambiance cauchemardesque. Bref, à un moment, Sophie elle décide d'attendre dans un coin sans faire de bruit. Sauf que l'homme dans son coin, lui, il commence à délirer tout seul. Il est parti totalement en délire. Le gars, il est en train de discuter avec les boutons de l'ascenseur. Sophie nous dit que c'est peut-être marrant à lire, mais surtout pas à vivre. Et à un moment donné, elle peut entendre des personnes s'approcher de l'ascenseur. Elle peut entendre des gens discuter et elle se doute que c'est sûrement des policiers, étant donné que elle appelait la police. Elle respire un bon coup et elle se dit que ça y est, elle va enfin pouvoir sortir de cette merde. Il y a un officier de police qui essaye de leur demander combien ils sont. Il leur dit également que le technicien arrive dans quoi 2 minutes, il est en bas de l'immeuble. Là, le mec un petit peu fou commence à s'énerver avec les boutons de l'ascenseur. Et justement, il semble être sorti de sa transe et il a pu remarquer que Sophie était en train de parler à quelqu'un. Il s'est mis à la bousculer violemment et le mec a commencé à crier et à taper sur les portes. « Rentrez pas chez moi ou je vous tue !» Il va tellement s'énerver et s'énerver encore et encore que Sophie elle a peur que l'ascenseur il tombe. Ça fait vraiment que bouger et malheureusement les lumières vont s'éteindre. Sophie elle peut nous dire que tout ça c'est un mal pour un bien. Quand les lumières se sont éteintes, il s'est tout de suite calmé. Sauf que maintenant commence une nouvelle scène apocalyptique. Elle peut entendre quelque chose de bizarre. C'est comme une fermeture éclair. En même temps, les policiers à l'extérieur essayent de calmer le jeu et de rassurer tout le monde. Sophie, elle peut même entendre qu'il y a un des policiers qui se met à dire au technicien qu'il faudrait vraiment se bouger le cul, puisque la situation a l'air d'être dangereuse. Ce qui rassure vraiment Sophie, yes, faut pas se le cacher. Sauf que Sophie, elle a même pas le temps de réfléchir à tout ça. Elle peut entendre quelque chose qui coule sur le carrelage de l'ascenseur. Là, elle se dit non, c'est pas possible. Me dis pas que ce taré, il a fait ça. Elle va donc prendre son téléphone portable et elle va éclairer l'ascenseur. Et là, attention vos oreilles, elle peut voir qu'effectivement le gars a pissé dans l'ascenseur. Mais c'est pas tout, il est en train de préparer le gros popo. Et malheureusement, son calvaire va continuer. Le gars va littéralement chier dans l'ascenseur. En même temps, Sophie elle peut entendre que le technicien est en train de travailler. Le petit point positif au truc de fou qui se passe dans ce coin là-bas, c'est que le gars il dit rien pendant que le technicien est en train de travailler. Non, vu que monsieur fait ses besoins dans un ascenseur. Et Sophie elle peut nous dire que franchement là ça commence à sentir très mauvais. Elle en peut plus, elle a juste une envie de vraiment sortir. Elle va donc se rapprocher de la porte et crier aux policiers qu'elle veut absolument sortir de là. Sauf qu'ils vont lui dire que le technicien est parti couper le courant de l'ascenseur et qu'il va ouvrir les portes. Ça y est, enfin Sophie se dit que bientôt elle va pouvoir sortir et elle commence à être soulagée. Elle éclaire toujours la porte avec son téléphone et là d'un coup elle peut sentir une main sur son épaule. Le gars va la tirer violemment en arrière et malheureusement pour elle, elle va tomber sur les fesses. Et vous devinerez jamais où ses fesses sont tombées. Enfin si je pense que vous avez compris au final, oui, elle va tomber littéralement dans la merde. Et c'est pas une expression cette fois-ci. Maintenant que le mec a compris ce qui se passait avec le technicien, il commence à s'énerver de plus en plus. Il se met même à menacer les policiers qui lui ont dit de se calmer. Le truc cool, c'est qu'à un moment, le technicien commence à ouvrir les portes de l'ascenseur. Sauf qu'au même moment, l'individu va sortir un couteau de sa poche. Sophie, elle, de son côté, elle est dans un état épouvantable. Sophie, elle recule de plus en plus dans un coin et elle essaye de se faire la plus petite possible. Il y a vraiment la peur qui l'envahit. Le mec est en train d'agiter un couteau dans le vent. D'ailleurs, Sophie, elle peut entendre que le technicien est en train d'expliquer quelque chose au policier. Et là, elle commence à imaginer que le technicien a dit au policier qu'il pourrait pas ouvrir l'ascenseur après je sais pas combien de temps. Heureusement, elle a pas trop le temps de réfléchir à ce que le technicien a pu dire au policier car elle peut voir les portes s'ouvrir. Bon, pour pas arranger la situation des portes qui commencent à s'ouvrir, le taré, il se met à défoncer les portes de l'ascenseur. Là, Sophie peut voir que l'ascenseur s'ouvre mais qu'il y a personne de l'autre côté. D'ailleurs, le gars est tellement con qu'il a mis un coup de pied dans le vide et qu'il est tombé par terre. Là, en une fraction de seconde, elle a pu voir les policiers se jeter sur lui et dégager l'arme. Après ça, ils l'ont menotté et emmené. Sophie a expliqué toute la situation à la police et elle a déposé plainte contre lui. Après quelques jours, Sophie elle a appris pourquoi le gars il agissait bizarrement dans l'ascenseur. Le gars était sous substance mais très costaud. Ajouté à ça, pas mal d'alcool. Le mec il était complètement dans un autre monde. Comme je vous l'ai dit, Sophie elle a eu du mal à raconter son histoire. Puisque bon, je vous avoue qu'il me serait arrivé un truc comme ça, je l'aurais pas forcément raconté. L'histoire elle est complètement folle car déjà parmi vous je pense qu'il y a des claustrophobes. Donc déjà rester coincé dans un petit endroit c'est pas fou. Puisque même si c'est un ascenseur américain je pense qu'il fait pas 80 mètres carrés. Mais là elle est bloquée mais pas toute seule. Elle est bloquée avec un fou malade. Clairement je pense qu'elle aurait pu y passer. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est celle de Laurie. C'est une américaine de 25 ans du coup. Elle, pour vous la décrire un petit peu, c'est quelqu'un qui aime beaucoup voyager. Enfin, surtout en voiture et ça la dérange pas du tout de passer beaucoup de temps sur les routes.
En fait, c'est même pas que ça la dérange pas, c'est plutôt ce qu'elle recherche. Donc son histoire, elle va commencer quand elle va décider de faire le petit tour d'un état en voiture. Bon, dans son périple, elle sait qu'il y aura des zones qui seront plus ou moins désertes de monde, mais ça la dérange pas plus que ça. Faire un petit tour d'état, c'est pas la première fois qu'elle le fait. Elle l'a déjà fait dans plusieurs états voisins, et elle a jamais eu de problème. Donc le premier jour de son périple, eh bien elle a mis tout dans sa voiture et elle a embarqué seule à bord de son véhicule. Tout d'abord, première mission, eh bien elle doit sortir de son état à elle. Ça, c'est la première étape de son voyage. Tout se passe bien, elle trouve un petit motel et elle sait qu'elle aura pas tout le temps le luxe de dormir sur un matelas. Donc clairement, je te le dis qu'elle en profite. Puisque comme elle l'a planifié dans son voyage, eh bien à un moment ou à un autre, elle va devoir dormir dans sa voiture. Rien d'exceptionnel en soi, mais bon, c'est pas aussi confortable qu'un matelas. Le lendemain matin, elle a bien dormi et elle reprend la route. Et tout se passe bien, si elle continue comme ça sur sa lancée, d'ici ce soir elle sortira de l'état. Alors comme elle nous le dit, petit détail, elle roule vraiment comme un escargot. Elle s'arrête de temps en temps pour admirer le paysage, prendre des photos, prendre l'air quoi. Elle est pas en mode elle va d'un point A à un point B en un temps record. Bref, c'est pareil que la veille, tout se passe super bien. Le lendemain, elle décide de s'arrêter dans un petit magasin pour prendre son petit déjeuner. Après ça, elle prend la route et franchement, il y a rien d'exceptionnel. Enfin, il y a quand même un petit truc qui la dérange. Elle a l'impression qu'il y a une voiture qui la suit. Au début, elle se dit qu'elle est un petit peu parano, du coup, elle laisse couler. Elle décide d'emprunter des petites routes car comme je vous l'ai dit, elle veut visiter le paysage. Donc à un moment, elle tourne à droite. Et la voiture noire qui semble la suivre tourne à droite. Bon, à ce moment-là, elle a une mauvaise impression sur cette voiture. Mais bon, elle trouve ça ridicule donc elle préfère pas en déduire des choses à la va-vite. Mais plus le temps passe et plus cette voiture semble se rapprocher de celle de Laurie. En plus, ce qui est bizarre, la voiture derrière elle, eh bien elle a eu pas mal d'occasions de prendre une autre route. Et non, cette voiture n'a jamais mis son clignotant pour partir autre part. Donc à un moment, notre chère Laurie, elle voudrait être sûre de ce qu'elle pense. Et donc elle décide de prendre une route et de tourner à droite. C'est pas trop un problème, ça rejoint quand même le chemin de base qu'elle veut emprunter pour se rendre à la station-service. Et là, elle est soulagée, la voiture qui était derrière ne la suit plus. C'est bon, elle se dit qu'elle s'est stressée pour rien. En même temps, on peut la comprendre. Bref, elle arrive enfin à la station-service. Elle fait le plein de sa voiture et va dans la petite station pour aller prendre de quoi manger. Puisque ouais, là elle s'engage quand même sur une grande route assez déserte. Genre vraiment désert, il y a peu de personnes qui empruntent cette route. Pour vous dire, à un moment, elle sait même qu'elle va devoir dormir dans sa voiture sur un parking. Une fois dans le magasin, elle a l'impression qu'elle est observée. Elle se sent vraiment pas en sécurité dans cette épicerie. Donc elle fait au plus vite et décide d'aller chercher le plus rapidement ce dont elle a besoin, payer et partir. Quand elle sort de la boutique, elle peut voir une voiture noire du même modèle qui l'avait suivie. Elle nous dit que c'est quand même un modèle assez basique, donc c'est pas non plus une coïncidence de malade. Il y a un homme à l'extérieur de la voiture qui fait le plein. Donc comme je vous l'ai dit, jusque-là, il n'y a rien d'exceptionnel. Bon, il y a quand même un point qui est bizarre. Le gars, il fixe Laurie intensément. Et pour vous dire, à notre petite demoiselle, ça lui donne des frissons quand le gars croise son regard. Bref, elle essaye de pas trop y penser et elle reprend la route. À peine a-t-elle démarré qu'elle peut voir que cette voiture la suit. Elle se dit que c'est pas possible, que le destin s'acharne à la rendre parano. Elle va conduire comme ça, en ligne droite pendant au moins 3 quarts d'heure, et la voiture derrière elle la suit toujours. Donc forcément, elle fait une fameuse technique, elle décide de tourner à un moment. Après avoir fait la manœuvre, elle regarde dans son rétro pour voir si la voiture la suit toujours. Et vous êtes des enquêteurs ou enquêtrices hors pair étant donné que vous avez compris que oui, cette voiture la suit toujours. Mais bon, je vous cache pas que Laurie, elle commence vraiment à paniquer. Elle se demande pourquoi ce gars la suit. Qu'est-ce qu'il lui veut? Pourquoi il a décidé de suivre sa voiture comme ça sur des kilomètres et des kilomètres? Bon, elle veut bien qu'à un moment elle est parano ou quoi. Mais là ça fait quoi? Une heure et demie qu'il est en train de la suivre. Donc forcément elle stresse et elle sait pas quoi faire du tout. Car même si elle emprunte des petites routes qu'elle fait maintenant, il n'y a pas de village ou de ville aux alentours. Ce qui fait que si elle veut s'en sortir, elle va devoir trouver un plan. Et là, au moment où elle se dit ça, eh bien la voiture qui est derrière elle essaye de l'accrocher. Elle s'est mise à lui foncer dedans pour qu'elle ait un accident. Laurie, elle est totalement paniquée au volant de sa voiture et la première chose qu'elle fait, c'est insulter le gars de l'autre voiture. Seconde chose, elle décide d'appuyer sur la pédale de l'accélérateur et elle prend de la vitesse. Mais bon, la voiture derrière elle la colle toujours autant. Sauf qu'à un moment, cette voiture va même la dépasser et se mettre devant elle. Et petit à petit, le conducteur de l'autre voiture va se mettre à ralentir pour que elle aussi se mette à ralentir. Et Laurie, elle rentre pas vraiment dans son jeu. Du coup, comme ça, sortie de nulle part, la voiture devant elle va se mettre à accélérer. Là, Laurie, elle est soulagée de voir que la voiture devant elle prend maintenant de l'avance. Et pour le coup, elle se dit qu'elle va ralentir, comme ça il y aura encore plus de distance entre eux. Pendant qu'elle roule, elle repense à l'action de tout à l'heure et se dit que ce mec est vraiment malade. Il a voulu lui causer un accident en plein milieu d'une route déserte. En y repensant, forcément, Laurie elle se met à l'insulter de plus belle. Elle continue donc de rouler pour atteindre son prochain objectif. La nuit commence à tomber petit à petit. Puisque oui, au mois de novembre, la nuit tombe plutôt vite.
Et avec l'histoire de tout à l'heure, il y a un petit problème. Laurie, elle est totalement en retard sur le petit plan qu'elle s'était fait. Bref, à un moment, elle finit par arriver sur le parking où elle doit passer la nuit. Elle regarde un peu dans les environs et il n'y a personne, aucune voiture. Bon, en y repensant un petit peu, elle se sent un peu idiote pour l'histoire de tout à l'heure. Mais bon, par contre, il y a un truc qui est sûr. Elle se dit que ce gars, c'est vraiment un putain de malade, il est super dangereux. Donc elle se dit un petit peu idiote, mais après mûre réflexion, pas tant que ça au final. Elle a un petit peu aménagé sa voiture histoire de pouvoir y passer la nuit. Sauf que sa vessie commence à lui rappeler qu'elle a pas fait pipi depuis pas mal d'heures. Donc la seule solution qu'elle a, c'est de sortir et d'aller faire pipi dans un coin sombre. Elle sort et elle peut sentir un courant d'air glacial de partout. Elle grelotte et elle espère que va pas trop mettre longtemps. Elle trouve un coin assez sombre et elle commence à faire ses petits besoins. Elle était tellement stressée à l'idée d'aller devoir faire ça là-bas qu'elle en a oublié son téléphone dans la voiture. Donc il fait sombre de partout à côté d'elle. Elle se rappelle qu'à ce moment-là, c'était pas du tout rassurant, puisqu'à ce moment-là, elle a les fesses à l'air prête à faire un petit pipi. Si jamais il lui arrivait quelque chose, elle serait bien jolie là avec son pantalon aux chevilles. Bref, elle fait ce qu'elle a à faire, mais au moment où elle va remonter son pantalon, eh bien elle peut voir comme une silhouette dans l'obscurité. Alors là, je peux vous dire qu'elle a remonté tout ça en 4e vitesse et elle a couru le plus vite possible vers sa voiture. Elle débloque la voiture à distance et elle peut entendre des bruits de pas derrière elle. Elle arrive à côté du véhicule, ouvre la portière, referme directement et verrouille tout ça. Elle regarde directement par la fenêtre et elle peut voir que quelqu'un est en train de repartir vers un coin sombre. Le cœur de Laurie, il se met à battre la chamade. Franchement, elle est tellement stressée qu'elle peut pas reprendre la route. En plus de ça, elle est fatiguée comme jamais. Elle décide de faire le tour de son véhicule pour voir que toutes les portes sont bien fermées. Et oui, effectivement, c'est le cas. Elle décide donc de se remettre côté conducteur et de souffler un petit peu. Elle fait quelques petits exercices de respiration et enfin elle s'apaise. Sauf que, petit problème, elle s'est tellement apaisée qu'au bout d'un moment, elle a fini par s'endormir. C'est plus une micro-sieste ou quoi, mais le fait est qu'elle s'est quand même endormie. En fait, en se réveillant, eh bien, elle a l'impression que son véhicule est en train de descendre un petit peu. Comme si les pneus de sa voiture étaient en train de se dégonfler. Sauf qu'elle a entendu personne s'approcher de son véhicule. Donc elle recherche à l'extérieur voir s'il y a quelqu'un. Mais non, il n'y a personne. Et dans les conditions actuelles, elle n'a pas du tout envie de sortir de son véhicule. Elle se dit que si elle sort de là, elle va tomber dans une embuscade. Donc la seule chose qu'elle trouve à faire, c'est appeler la police. Elle leur explique la situation et l'emplacement où elle se trouve. L'opérateur au bout du téléphone lui dit qu'ils vont mettre pas mal de temps à arriver, mais que oui, ils sont en chemin. Les minutes passent et au final, ça fait maintenant 1 heure qu'elle a appelé. Sauf que petit point positif, aux alentours, il n'y a aucun bruit bizarre. Mais elle sait quand même qu'il y a quelque chose qui est pas normal. Elle se dit donc que bon, la police arrive pas et elle ferait mieux de déguerpir de là. Elle essaye alors de démarrer sa voiture, mais il y a un problème avec celle-ci. Elle ne démarre pas du tout. Donc maintenant, elle est bloquée sur ce parking. Et elle est quasiment certaine qu'il y a quelqu'un qui l'attend dehors. Il attend juste qu'elle mette un pied dehors. Elle sait pas comment, étant donné qu'elle voit personne. Elle fait donc le tour de ses fenêtres pour regarder à l'extérieur. Elle va finir par la fenêtre arrière et là, elle peut voir quelqu'un accroupi derrière son véhicule. Au moment où elle voit l'individu l'a regardé déjà. Et en plus de tout ça, le gars il a un sourire. Forcément, la terreur envahit Laurie. Elle recule vers l'avant de son véhicule. Et malheureusement, l'individu va faire de même. Il va se déplacer vers l'avant du véhicule. Elle peut voir que c'est un homme d'une taille moyenne et d'une corpulence moyenne. À ce moment-là, dans sa tête, il y a une seule chose qui se passe. Elle se dit que ça y est, c'est fini, elle est morte. Et pour pas du tout arranger ses sentiments, le gars va commencer à taper contre la voiture. Il se met à mettre des coups dans tous les sens. À ce moment-là, Laurie, elle a jamais été aussi contente d'avoir un 4x4. Alors c'est pas un truc immense non plus, mais il est déjà plus solide que l'ancienne voiture qu'elle avait. Elle sait très bien que si elle avait encore son ancien véhicule, il aurait pas tenu le choc. Sachant que l'homme à l'extérieur continue tout son petit manège. Il frappe encore et encore sur la voiture. Comme je vous l'ai dit, Laurie elle pense que ça y est, c'est bientôt fini pour elle. Donc dans un dernier espoir, elle laisse un message vocal à ses parents et amis. Elle leur décrit comment est l'homme et où elle était pour la dernière fois. Elle leur explique un petit peu la situation en leur disant qu'il y avait une voiture qui l'a suivie toute la journée. Elle leur dit qu'elle les aime et qu'elle les aimera toujours. Que même si elle n'est plus là pour leur dire qu'ils se reverront quand même un jour et qu'il faut garder espoir. Quand d'un coup, elle peut voir les sirènes de police au loin. L'homme à l'extérieur du véhicule a directement arrêté de taper et il a couru vers un coin sombre. Quelques secondes après, Laurie a pu voir que le gars partait avec une voiture noire. Et je peux vous dire qu'heureusement que les policiers sont arrivés étant donné que la portière était quasiment en train de lâcher. Comment elle le sait? Et dans un premier temps, il y a une des voitures de police qui a pourchassé l'autre voiture. Et heureusement, ils l'ont attrapée. Pendant ce temps-là, l'autre voiture de la police s'est approchée de la voiture de Laurie. Et directement, il y a un policier qui lui a fait remarquer que la portière était quasiment morte.
De leur côté, l'autre patrouille, ils ont fouillé la voiture de l'individu et ils y ont trouvé une grande barre en fer. Ce qui, comme tout le monde le pense, a dû lui servir de levier. Bon, l'homme a forcément été arrêté, encore heureux j'ai envie de dire. Les policiers, quant à eux, ils ont fait venir une dépanneuse pour la voiture de Laurie et ils ont ramené Laurie dans leur commissariat, histoire qu'elle puisse faire sa déposition en bonne et due forme. Suite à ça, elle est allée à la gare la plus proche pour prendre un train et rentrer chez elle. Une fois rentrée chez elle, il y a tout le monde qui l'attendait, que ça soit ses amis et ses proches. Elle les avait rappelés entre temps pour leur dire que tout s'était arrangé, mais ils étaient quand même inquiets comme jamais. Et je pense que ça peut se comprendre vu le message vocal qu'ils ont eu. Bon, mine de rien, la police elle a mis vachement de temps à arriver. Bon, on peut pas leur retirer un point, c'est qu'ils ont été efficaces. C'est pas comme ça dans tous les threads d'horreur. Des fois, ils font rien du tout. Au moins, ils ont arrêté cet individu et j'imagine qu'il a été jugé pour ça. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est celle de Cathy. Cathy, c'est une jeune fille qui est encore au lycée. Elle est ce qu'on pourrait appeler en France en terminale. Bien sûr, vous connaissez à connaître, tout ça, ça se passe aux États-Unis. Et quand ça se passe là-bas, bah généralement il se passe des trucs de fou. Notre petite Cathy, c'est une adolescente comme les autres. Elle a pas mal d'amis, mais elle a pas de petite amie. Par contre, petit truc cool, eh bien il y a sa petite sœur qui vient de rentrer au lycée. C'est comme si elle venait de rentrer en seconde quoi. Ce qui fait que généralement elles vont ensemble au lycée. Elles traînent un peu ensemble, mais Cathy elle veut pas trop qu'elle s'intègre à elle et son groupe d'amis, puisque l'année prochaine ils seront plus là. Et du coup elle va se retrouver toute seule après ça, puisque bah tout le monde sera parti normalement. Donc elle pousse clairement sa petite sœur à s'ouvrir un petit peu au monde. Chez elle, Cathy s'entend plus ou moins bien avec ses parents. Il y a des disputes de temps en temps, comme sur le fait qu'elle les comprend pas sur certains trucs. En général, elle se sent plus proche de sa grand-mère que de ses parents. Le truc, c'est que sa grand-mère, bah, elle arrive pas à lui envoyer de message. Et si elle veut lui parler, le seul moyen, bah, c'est de l'appeler. En plus de ça, sa grand-mère, elle habite assez loin. Et franchement, Cathy, ça la rend plutôt triste de pas la voir plus souvent. Elle en a déjà parlé à ses parents, hein. Mais le truc qu'elle nous a pas encore dit, c'est que ses parents, bah, ils sont en grave froid avec la grand-mère. Ils sont en désaccord total et ça depuis un bon moment. Et c'est bien le pourquoi elle peut pas tout le temps l'appeler. Déjà qu'elle a dû se battre pour avoir son numéro de téléphone et surtout lui rendre visite à chacun de ses anniversaires. Ça, c'est pour vous dire à tel point la dispute entre la grand-mère et les parents est assez costaud. Le truc, c'est qu'elle sait même pas la cause de la dispute. Mais bon, Cathy nous dit que c'est pas le but de l'histoire tout ça. Revenons donc à Cathy et le jour quand tout ça a commencé. Elle part pour l'école tranquillement accompagnée de sa petite sœur. Tout se passe super bien sur l'allée. À un moment, les deux sœurs rentrent au lycée. Et sa sœur, elle va rejoindre les nouveaux amis qu'elle s'est fait. Les amis de Cathy, quant à eux, bah ils sont toujours pas arrivés. Donc elle décide d'aller à son casier pour déposer les livres de la journée. Elle ouvre son casier. Et là, il y a une petite lettre à l'intérieur. Au début, elle se dit « Tiens, j'ai un admirateur secret ». Elle trouve ça plutôt mignon et touchant. Elle ouvre la lettre et cette lettre dit « Bonjour Cathy, je t'admire depuis pas mal de temps maintenant. Pour te dire, je suis tombé fou amoureux de toi. Tu es la plus belle chose dans ce couloir le matin qui illumine mes matinées. Tu es comme un oisillon qui commence à découvrir le monde. Toutes les filles à côté de toi ne te font en aucun cas de l'ombre. Tu es si belle. Quand tu rigoles, tes petites joues deviennent de temps en temps roses et cela est très mignon. Je t'observe depuis un moment. J'espère que tu n'as pas peur. Je suis juste très timide et je n'ose pas t'approcher de peur que tu me rejettes. Voilà, c'est ainsi que se termine la lettre. Bon, Cathy, elle trouve la lettre plutôt mignonne. Elle se demande qui a pu lui écrire ça. Jonathan? Non, pas possible, trop franc. William? Non, il a déjà une copine. Edouard? Ouais, peut-être bien. Après, elle pense pas du tout que c'est le genre de personne qui écrirait des lettres. Bref, Cathy a mis la lettre dans son sac et elle part rejoindre ses amis. À vrai dire, la journée se passe plutôt bien, elle repense même pas à ce qu'elle a reçu. Quelques jours vont passer et rebelote. Elle ouvre son casier et elle retrouve de nouveau une lettre. Cathy, je ne pense plus qu'à toi depuis que j'ai écrit cette lettre. Est-ce qu'elle t'a plu? Étais-tu heureuse quand tu l'as découverte? Est-ce que cela t'a effrayée? Étais-tu accompagnée de tes amis? Peut-être ta sœur? Est-ce que t'en as parlé à tes amis? Que fais-tu de tes journées? Penses-tu encore à la lettre que je t'ai écrite? J'ai tant de questions que je n'arrive pas à penser à autre chose que toi. D'ailleurs, j'adore le nouveau gel douche que tu as acheté. Car quand tu passes à côté de moi, je le sens. Et c'est comme si tu étais toute la journée à côté de moi. De temps en temps, tu me regardes. Et cela me réchauffe le cœur. De temps en temps, tu me souris. Je te souris en retour et tu continues ton chemin. J'avoue que te voir parler avec d'autres hommes ne m'enchante pas du tout. Surtout quand tu souris à d'autres. Mais je fais avec, jusqu'à ce que j'arrive à te parler. Et voilà, c'est comme ça que se termine cette seconde lettre. Bon, là, dans cette lettre, il y a quand même pas mal de choses qui dérangent Cathy. Bon, en premier lieu, elle n'arrive pas à identifier les personnes à qui elle sourit. Vu qu'au lycée, bah elle sourit un petit peu à tout le monde.
Après, les dernières phrases qui ont été écrites par cette personne lui font peur. Mais bon, elle décide d'en parler à personne car elle pense que c'est peut-être une blague de quelqu'un. Et elle se dit que bon ses lettres vont peut-être se calmer. Bref, la journée passe et ouais, effectivement, elle a oublié de nous préciser un petit truc. Dans pas longtemps, il y a un bal dans son lycée. Et elle a toujours pas de cavalier. Mais Edward, pendant le midi, il a décidé de l'inviter et il a fait ça devant tout le monde. Et là, c'est avec plaisir qu'elle a répondu oui. Donc dans sa tête, Cathy, elle se dit que ces lettres étaient sûrement de Edward et qu'il a enfin pris le courage de lui demander. Du coup, elle l'interroge sur ces 2 lettres, mais apparemment, il sait pas de quoi elle parle. Elle en déduit donc que c'est quelqu'un qui lui fait une farce. Les jours passent et il reste maintenant 10 jours avant le bal. Elle a pas reçu de petites lettres depuis un moment. Donc à force, elle a carrément oublié cette histoire et elle est passée à autre chose. Surtout qu'en plus de ça, elle doit préparer sa robe, son maquillage, sa coiffure, enfin bref, elle est pas mal occupée. Mais cette matinée-là, quand elle ouvre son casier, elle trouve de nouveau une lettre. Et cette lettre, comment vous dire, je vais pas vous spoil, elle est beaucoup plus sombre. Cathy, je ne sais pas à quel point aborder en premier lieu avec toi. Tu m'as rendu vraiment très triste. Depuis tout ce temps, je n'ai pratiquement pas dormi de la nuit. Tu m'obsèdes jour et nuit, du matin au soir. Quand je te vois sourire à ce garçon qui t'a invité au bal, ça me met dans une rage folle. J'ai tellement envie de lui péter la gueule. J'espère qu'il ne te souillera pas avec ses mains répugnantes. Je t'ai vu en premier, donc tu m'appartiens. Tu n'as pas le droit d'y aller avec lui. Surtout que c'est la dernière année où tu seras là. Je veux profiter un maximum de toi. Non, attends, je te veux pour moi. Oui, je veux créer des souvenirs avec toi. Je ne veux pas que tu crées de vieux souvenirs avec cette vieille merde. Tu vas immédiatement arrêter de lui parler d'ailleurs. Oui, je pense que c'est le mieux pour nous deux. Comme ça, moi, je serai gentil. Et rien de grave ne se passera. Comme ça, je ne vais pas vriller et je resterai dans l'ombre pour l'éternité. D'ailleurs, si tu parles de cette lettre à quelqu'un, je crois que tu as une petite sœur plus jeune que toi. Elle est pas mal non plus. Cette lettre se finit comme ça et quand elle a fini de la lire, elle est totalement terrifiée. Est-ce que quelqu'un essaye de l'effrayer car elle va au bal avec Edward? Puisque oui, le petit Edward, il a quand même du charme auprès de la gente féminine. Est-ce qu'il y a carrément un malade qui est amoureux d'elle? Et de plus, maintenant, elle se dit que ce petit fils de il menace de s'en prendre à sa petite sœur si elle dévoile l'existence de ces lettres. Autant vous dire que cette journée-là pour Cathy, c'est pas la meilleure. Edward, il essaye de lui remonter le moral comme il peut. Et plus le bal se rapproche, plus elle a des sentiments pour lui. C'est vrai qu'Edward, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Elle nous avoue qu'à ce moment-là, elle a qu'une chose en tête, c'est se mettre en couple avec lui. Maintenant, les jours passent et il ne reste que 4 jours avant le bal. Entre-temps, Cathy et Edward se sont enfin mis ensemble. Bon, comment éviter l'inévitable, pas vrai? Cathy, elle est aux anges et elle a parlé de ses lettres à personne. Juste les 2 premières à Edward et c'est tout. Sauf qu'il faut dire ce qui est, ça la tracasse quand même un petit peu. Elle aurait bien aimé vouloir en parler avec sa grand-mère. Mais ses parents, ils lui ont dit de surtout pas téléphoner à sa grand-mère. Du coup, Cathy, elle essaye d'appeler un petit peu la nuit. Mais malheureusement, sa grand-mère ne répond pas. Bref, cette matinée-là, Cathy, elle fait comme d'habitude, elle va voir dans son casier. Et là, bien évidemment, oui, une nouvelle lettre. Cathy, alors là, t'as fait fort. Je t'ai demandé de pas aller au bal avec lui. Et toi, tu trouves quoi de mieux à faire? C'est de te mettre en couple avec ce mec. Mais tu me prends vraiment pour un con? Ou c'est une farce peut-être? Je t'ai prévenu et tu m'as même pas écouté. Je t'ai prévenu de ce qui va se passer et c'est totalement ta faute. J'ai essayé de freiner ce qui pourrait arriver, mais non, rien n'y fait, ça va venir. Tu m'obsèdes trop et je te veux pour moi tout seul maintenant. Je ne peux plus me contenter de te voir le matin ou l'après-midi et passer à côté de toi. Maintenant, je veux te serrer contre moi, te faire du bien, te câliner, prendre soin de toi. Puis de toute façon, si tu es avec moi, personne te prendra. Je pourrais tellement prendre soin de toi que tu ne voudras plus sortir. Je me présenterai à toi le jour du bal. En attendant, ne traîne pas avec lui. Si j'apprends que tu traînes avec ton cher et tendre Edward, je sais pas ce qui va se passer, mais c'est pas bon. Ce n'est clairement pas une menace, ma puce. Juste une précaution pour que notre couple s'épanouisse bien. Bien sûr, tu sais qu'il arrivera quelque chose à ta sœur si tu parles de cette lettre à quelqu'un. À bientôt, mon ange. Là, je peux vous dire qu'en lisant cette lettre, Cathy, elle est vraiment pas bien. À tel point qu'elle a décidé de quitter le lycée pour retourner chez elle. Là, elle doit absolument réfléchir à ce qu'elle doit faire. Clairement, elle sait pas qu'est-ce qu'elle doit faire. Est-ce qu'elle doit en parler à ses parents? Elle sait pas ce que eux non plus vont faire. Elle a peur de leur réaction. En parler à sa sœur, n'en parlons même pas, elle va flipper plus qu'autre chose. En parler avec ses amis, ouais, c'est une option. Mais elle a peur que ses amis ils en parlent trop et que ça commence à se propager dans le lycée. Pendant tout ce temps, chez elle, elle réfléchit encore et encore. Et elle a donc trouvé une seule solution, c'est de prévenir Edward. Bah oui, c'est lui qui va l'accompagner au bal. Elle se dit que comme ça, s'il lui arrive quelque chose, il sera là. Pendant qu'elle lui raconte tout ça au téléphone, il essaie de la convaincre d'en parler à sa famille. Mais elle ne veut clairement pas.
Donc il décide de lui dire qu'elle n'a pas à s'inquiéter et qu'il sera là tout le long de la fête. Bref, le soir du bal arrive et Edward vient chercher Cathy devant chez elle. Et franchement, tout se passe bien. Les deux, ils sont aux anges, sachant qu'elle a pas reçu de lettre horrible depuis l'autre matin. Les deux amoureux sont au bal, ils dansent, ils discutent, ils mangent, ils boivent. Bref, c'est vraiment une belle soirée. Y a pas un taré à l'horizon, elle se sent en sécurité. À un moment, Cathy a envie d'aller aux toilettes, donc elle prévient Edward qu'elle part aux toilettes. Il lui dit qu'il va l'accompagner. Mais elle lui dit que c'est pas nécessaire. En fait, la principale raison, c'est qu'elle a pas envie qu'il l'entende faire ses besoins. Puisque, comment vous dire ça, elle a pas envie de faire le petit pipi. Elle veut faire la grosse commission. Ouais, il faut que ça arrive dans ces moments magiques, c'est cool. Bref, elle part aux toilettes seule et puis bon, elle se sent plutôt en sécurité. Elle rentre dans les toilettes et elle peut voir qu'il y a pas mal de monde. Oui, elle a été aux toilettes les plus proches. Et forcément, les toilettes sont blindées et elle peut pas forcément attendre. Donc elle décide qu'elle va aller dans des toilettes un petit peu plus loin mais qui normalement devraient être libres. Et effectivement, une fois là-bas, oui c'est bon, il y a personne. Elle commence donc à faire ce qu'elle a à faire, je vous épargne les détails. Sauf qu'à un moment, elle entend quelqu'un rentrer dans les toilettes. Bien sûr, elle est toujours dans sa cabine en train de faire ses affaires. Elle se dit donc qu'il y a une des filles qui a eu la même idée qu'elle, c'est-à-dire prendre des toilettes un petit peu plus éloignées. Et ça la stresse un petit peu, du coup elle décide de finir vite. Sauf que d'un coup, il y a la lumière qui s'éteint. Il y a quelqu'un dans les toilettes avec elle. Et en plus de ça, il n'y a plus de lumière. Donc elle se met à crier. Tu peux rallumer les lumières s'il te plaît? Il n'y a personne qui lui répond. Et pourtant, elle sait qu'il y a bien quelqu'un qui est rentré dans les toilettes. Tant pis, elle décide de prendre son téléphone pour s'éclairer. Bref, elle a fini et elle s'apprête à sortir de sa cabine. Quand d'un coup, il y a quelque chose qui attire son attention. Et elle se met littéralement à pousser un cri d'horreur. Et on peut la comprendre étant donné qu'il y a une tête penchée en dessous de sa cabine. C'est un mec avec un sourire de fou et des gros yeux. Cathy lui dit de dégager et qu'il est complètement malade. Sauf que le gars va pas s'arrêter là. Il va commencer à ramper sous la cabine. Il veut littéralement la rejoindre. Elle, de son côté, elle est totalement tétanisée. Elle essaye de lui mettre des coups de pied un petit peu, mais le gars continue de ramper. Elle va donc ouvrir la porte de la cabine et marcher sur ce gars qui voulait la rejoindre. Elle est en train de courir pour ouvrir la porte des toilettes, mais avec sa robe et ses talons, c'est hyper compliqué. Elle a pas forcément l'habitude et malheureusement, le gars l'a rattrapée. Elle se met à crier, mais personne ne semble l'entendre. C'est vraiment le pire scénario pour elle. Le gars va la regarder et lui dire « Je te tiens, ma petite puce. C'est moi, regarde, j'ai pris mon courage à deux mains pour venir te voir. Allez, regarde-moi! Regarde-moi! » Cathy, elle le regarde et oui, elle reconnaît ce gars. C'est la personne qui s'occupe de l'entretien des locaux. Voilà, tu vois, j'ai pris mon courage à deux mains. Je suis venu. Maintenant, tu vas partir avec moi. Cathy, elle lui crie dessus en lui disant que non, elle ira nulle part avec lui. Là, l'expression sur le visage de ce gars va littéralement changer. Il se met à lui tirer les cheveux et lui dire « Si, tu vas venir avec moi, j'ai tout prévu, tu vas pas tout gâcher. » Cathy, elle continue de crier, mais il y a personne qui lui vient en aide. L'homme a ouvert la porte des toilettes et il se met à traîner Cathy dans le couloir par les cheveux. Ça lui fait un mal de chien et sur le chemin, le gars lui dit qu'il va l'emmener dans sa voiture. De son côté, elle essaye de s'agripper à un petit peu tout et n'importe quoi. Elle hurle. Elle hurle tellement que le gars lui dit de la fermer. Mais heureusement, Cathy ne le fait pas, elle continue de crier. Et ça, malheureusement, ça lui plaît pas. Il va donc lui mettre une énorme gifle dans la tête. Et comme si ça suffisait pas, il va lui mettre une deuxième gifle qui va cogner le visage de Cathy contre le sol. Là, elle est à moitié sonnée et malheureusement, il va lui en remettre une. Ça, c'est pour m'avoir pris pour un con les dernières semaines. C'est les derniers mots qu'elle a pu entendre de ce gars étant donné qu'elle s'est évanouie. Quelque temps après, elle s'est réveillée sur un brancard dans un hôpital. Forcément, elle est un petit peu shootée et il y a un mec qui lui demande quelque chose. Mais bon, elle va apprendre une partie de l'histoire quelques temps après. Edward, il trouvait qu'elle mettait pas mal de temps et il commençait à s'inquiéter. Il s'est donc mis à sa recherche. Tout naturellement, il est parti aux toilettes les plus proches. Il a demandé aux filles si elles avaient pas vu Cathy. Et justement, il y a une des filles qui lui a dit que Cathy, elle était sûrement partie à d'autres toilettes, étant donné qu'ici, c'était blindé. Il a donc recherché dans les couloirs du lycée quand à un moment, il a pu voir quelqu'un qui était tiré par les cheveux. Il s'est donc rapproché rapidement et là, il a pu voir que c'était Cathy qui était littéralement tirée par les cheveux. Il a directement pensé au pire étant donné qu'elle ne se débattait même pas. En plus de ça, il y avait pas mal de sang qui coulait de sa tête. Lui, dans son cerveau, il lui en fallait pas plus. Il a foncé en direction de cet homme et l'homme, voyant ça, a directement lâché Cathy. Et il a lâchement pris la fuite. Sauf que Edward, il a pu reconnaître cet homme. Il le voit quasiment tous les jours au lycée. Il a directement prévenu le 911. Je vous passe un petit peu les détails, mais le directeur étant sur place, il a donné toutes les informations à la police. C'est-à-dire l'adresse de ce gars et une équipe a été envoyée là-bas. Et devinez quoi, ce monsieur était prêt à partir quelque part. Sauf que la police a fait
toi, tu viens avec nous. Enfin, j'imagine que c'était un petit peu plus violent que ça, puisqu'il a été arrêté et qu'après un moment, il y a eu un procès à son encontre. Et au procès, le gars a rien pu faire. Témoignage de Cathy, témoignage d'Edouard et les vidéos du lycée. Bref, si on peut trouver un tout petit point positif à cette histoire, c'est que Edouard et Cathy sont toujours ensemble. Ce qui est plutôt pas mal pour elle, étant donné qu'elle est beaucoup traumatisée par tout ça. Et forcément, Edouard, il essaye du mieux qu'il peut maintenant. Ce qui fait que maintenant, leur couple est très solide. Je pense que oui, on peut dire que c'est une expérience très traumatisante pour Cathy. On l'a pas vécu, mais je pense qu'elle nous l'a assez bien raconté. Et j'espère que moi, je vous l'ai assez bien retransmis. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Veronica. C'est une américaine de 29 ans qui vit dans l'état de Washington. Alors, dans un premier temps, elle se décrit comme une bosseuse née. Elle compte pas vraiment ses heures au boulot. Elle sait qu'elle en fait sûrement trop, mais bon, c'est quelque chose qu'elle kiffe. Bon, vous inquiétez pas, elle arrive à se dégager du temps pour sa passion, qui est la natation. Elle nous dit que c'est son kiff depuis qu'elle est toute petite. Bref, un lundi matin classique, et elle est au boulot et elle peut sentir qu'elle a mal à la tête. Mais surtout, elle a une douleur au niveau d'une dent. Elle essaye de faire passer ça avec des médicaments pour qu'elle puisse se concentrer sur son boulot. Apparemment, ça passe un petit peu, mais c'est plus parce qu'elle est focus sur le boulot qu'autre chose. Puisque une fois qu'elle est rentrée chez elle, ça a recommencé x 8000. Et forcément, la douleur étant tellement vive qu'elle n'arrive même pas à dormir. Elle a alors pris la blinde de médoc. Tout ce qu'elle trouve pour faire passer ce mal, un peu de tout et rien quoi. Bon, le lendemain matin, à la première heure, elle appelle quelques centres dentaires. Puisque oui, il y en a, ils veulent bien lui donner un rendez-vous, mais c'est pour dans 2-3 mois. Et pour elle, là, c'est pas possible, hein. Elle arrive alors à trouver un rendez-vous pour jeudi. Ce qui veut dire que aujourd'hui et le lendemain, eh bien, elle va déguster. Elle se rend alors au boulot, la journée passe, mais ça ne va pas mieux. Du coup, le soir, elle décide de pas passer par 4 chemins. Elle se met à picoler, mais comme il faut. Et miracle, apparemment, ça l'aide. Bon, à skip, hein, je suis pas sûr que ça soit le meilleur moyen pour régler vos problèmes. Prenez soin de vous, essayez de pas boire. Bref, elle a tellement bu que le lendemain, son réveil est largement passé à la trappe. Du coup, elle appelle son patron et lui dit que son mal de dents c'est trop. Elle viendra pas aujourd'hui en plus du lendemain. On arrive le soir et elle recommence à boire étant donné que ça a fonctionné la veille. Bon, avant de boire, elle a bien pris le soin de mettre plusieurs réveils. Elle veut pas louper son rendez-vous à 8h30 le matin. Le lendemain matin, il y a le réveil et hop, elle est au taquet. Bon, c'est faux, je t'arrête tout de suite, elle a complètement la tête dans le cul. Mais bon, elle se prépare et elle va en direction du centre dentaire. Et elle arrive vers 8h28, 8h29, enfin, elle est très short. Sauf qu'une fois à l'accueil, une dame lui demande de remplir un formulaire plutôt classique. Nom, prénom, adresse, des pathologies. Et d'ailleurs, en parlant de cette dame, elle est plutôt sèche quoi. Elle lui a bien fait remarquer qu'elle était quasiment en retard. Et comme elle va devoir remplir ce formulaire, elle sera en retard en gros. Véronica, elle la regarde en mode mais pourquoi tu me prends la tête dès le matin alors que j'ai la gueule de bois? Elle va donc en salle d'attente et puis elle se pose pour commencer à remplir le formulaire. Sauf que pour remplir le formulaire, il te faut un stylo. Et elle en a pas sur elle. Elle décide quand même de fouiller son sac, on sait jamais. Mais bon, après quelques secondes de recherche, elle doit s'avouer vaincue. Elle a pas de stylo. Du coup, elle se lève pour aller demander à la dame de l'accueil si elle peut lui en prêter un. Cette dame s'apprête à lui répondre, mais elle est interrompue par un homme qui se relève brusquement du bureau. Il prend un stylo dans un truc pour ranger les stylos et il le donne à Véronica. Et Véronica, elle le remercie 4 fois. Et la personne qui vient de lui donner ça sourit un petit peu en mode gêné. Genre, je t'ai juste donné un stylo, calme-toi. Hein. Bref, Véronica repart en direction de la salle d'attente. Et sur le chemin, elle peut entendre ce gars dire à la dame de l'accueil un truc du style « Amber, tu peux me donner les infos sur la prochaine patiente ?» Ce à quoi la meuf de l'accueil répond « Bah non, tu viens de lui donner le stylo, elle remplit juste le formulaire car elle était en retard. » Alors là, directement dans la tête de Véronica, il y a 2 choses qui se passent. En 1, elle se dit « Ah ouais, Amber, quel prénom de poufias !» Alors vous inquiétez pas, j'ai changé les prénoms. Et si jamais vous vous appelez Amber, on vous aime quand même, ok? Et en 2, elle se dit que cette femme c'est clairement une mytho. Elle est pas arrivée en retard. Certes, elle n'est pas arrivée en avance de beaucoup, mais bon, elle savait pas qu'elle devrait remplir un formulaire. Bref, elle remplit son formulaire et cette Amber vient la voir pour lui dire de se dépêcher. Du coup, Véronica elle finit en vitesse et elle lui remet les papiers. Amber repart vers son bureau et quelques secondes après, une voix masculine appelle Véronica. Du coup, elle se lève et elle regarde un petit peu partout pour savoir où elle doit aller. Et hop, elle trouve enfin la salle. Et justement, dans cette salle se trouve le monsieur qui lui a donné le stylo. Bon, à vrai dire, elle s'en doutait un petit peu qu'il était dentiste. Sinon, qu'est-ce qu'un mec en blouse foutrait ici? Mais elle pensait pas que ce serait son dentiste à elle étant donné que c'est un centre avec plusieurs dentistes.
Bref, ils se disent bonjour et tout. Et Véronica lui explique pourquoi elle est là. Le dentiste check un peu et il décide de faire une radio de la dent qui pose problème. Il lui fait ça et enchaîne avec radio complète de toutes les dents. Il lui explique que c'est les dents de sagesse qui se mettent à pousser, mais pas en version normale. Normalement ça pousse comme ça ou comme ça, mais les siennes sont plus en train de pousser en mode you you you. En gros, ses dents ont décidé de faire du grand n'importe quoi. Il lui explique alors que vu l'état de ça, c'est pas compliqué. Le meilleur moyen c'est d'opérer les dents de sagesse. Sauf que pour aujourd'hui c'est mort. Elle a juste un petit créneau de 30 minutes. Du coup, il lui propose de venir le samedi matin. Elle a juste à tenir aujourd'hui et demain et il va pouvoir lui opérer tout ça. Et pendant toute cette conversation qui dure un petit moment, il y a un élément chelou pour Véronica. Alors non, c'est pas le dentiste. C'est même plutôt l'inverse. Il est hyper BG et en plus il est dentiste. Donc techniquement, Véronica elle se dit qu'il est pas neuneux. Non, le truc bizarre c'est que Amber, la dame de l'accueil, vient constamment dans la pièce faire tout et rien. Bref, la conversation entre Véronica et le dentiste se termine et il se dirige vers l'accueil. Le dentiste commence à lui donner un rendez-vous pour 10 h le samedi matin. Sauf que Amber, elle lui fait remarquer que c'est son boulot à elle de faire ça. Et que lui peut retourner s'occuper d'autres patients. Mais non, le dentiste il continue de noter le rendez-vous sur l'ordinateur. Et il prescrit des petits médicaments à Véronica un petit peu plus fort, comme ça elle pourra tenir jusqu'à samedi. Et au passage, il lui donne même sa petite carte professionnelle. Véronica, elle regarde la carte et hop, elle peut voir qu'il s'appelle Edward. Bon, je te le dis tout de suite, je mettrai l'accent qu'une fois, après je dirai Edward. Elle sort du centre dentaire et va chercher ses médicaments. Et là, je vais te passer un petit peu les 2 jours qui suivent étant donné qu'il se passe pas grand chose. Comme ça, on arrive directement le samedi matin. Elle se prépare et tout et cette fois-ci, elle part au centre dentaire avec 1 heure d'avance. Ouais, 1 heure d'avance. Elle a juste envie de faire une chose, c'est d'emmerder Amber à l'accueil. Elle a pris avec elle son téléphone et son ordi portable, donc elle s'en fout totalement, elle a de quoi faire. Elle arrive à l'accueil et elle fait son plus grand sourire à Amber en lui disant un petit « Je viens pour le rendez-vous de 10 h, j'ai 1 heure d'avance donc, si vous avez des formulaires, n'hésitez pas à me les donner. » Amber lui répond sèchement que non, le formulaire est nécessaire juste pour la première visite. Véronica, elle part en direction de la salle d'attente. Et sur le trajet, elle aurait juré entendre Amber lui lancer des insultes, mais elle est pas sûre à 100% donc elle dit rien. Mais Véronica, elle est un petit peu taquine. Elle s'est assise de manière à pouvoir dévisager Amber. Le temps passe, il est quasiment 10 h et le dentiste dit son nom. Je vous passe un petit peu les détails, mais bon, elle subit alors l'opération. Et forcément, elle est un petit peu dans les vapes. Rendez-vous à l'accueil pour un rendez-vous dans 10 jours histoire de faire le point et voir pour les fils. Et cette fois-ci, c'est Amber qui s'occupe d'elle et lui donne un rendez-vous pour 11 h à tel jour. On va alors sauter les jours histoire d'arriver à ce fameux rendez-vous. Cette fois-ci, elle arrive pour 10 h 45, donc elle a un petit peu d'avance mais pas trop. Amber lui dit alors que non, elle avait rendez-vous à 10 h et que du coup c'est loupé pour elle. Elle peut lui donner un rendez-vous mais pas avant au moins 2 mois car c'est blindé en ce moment. Véronica, elle se laisse pas faire et elle lui dit clairement que c'est une garce et que c'est une menteuse. Elle sait très bien qu'elle avait rendez-vous à 11 h et qu'elle a fait un sale coup derrière son dos. Étant donné qu'elles ont bien élevé la voix, plusieurs dentistes sont sortis de leur pièce, dont notre fameux Edward. Il vient alors et leur demande ce qui se passe. Bon, les 2 femmes, elles font que gueuler dans les oreilles du dentiste et je pense qu'il a plus ou moins compris où elle voulait en venir. Il se retourne vers Véronica et lui dit d'attendre jusqu'à midi si c'est possible et qu'il va la prendre un petit peu sur son temps libre. Elle lui dit alors que c'est good pour elle, no problemo. Le dentiste repart et Amber lance un regard vraiment vénère à Véronica qui lui répond simplement par un petit chais. Bon, elle a pas dit ça vu que c'est en américain, mais bon, tu vois le délire. Arrive enfin midi et le dentiste vient vers Véronica. Il lui fait un bref check et il aimerait bien traiter quelques dents histoire de pouvoir prévenir d'éventuels problèmes. Et cette fois-ci, c'est lui qui lui pose les rendez-vous étant donné que Amber n'est plus là. Les deux sortent du cabinet dentaire et chacun commence à partir dans sa direction. Mais là, le dentiste la rattrape et dit à Véronica, ça vous dirait pas de manger un petit peu plus loin, comme ça on pourra discuter un petit peu vu qu'après je dois retourner vite au boulot. Véronica, elle lui dit oui direct et ça pour plusieurs raisons. En 1, il lui a fait une belle fleur pour le rendez-vous. Et en 2, mais laisse tomber, elle le surkiffe. Apparemment, il dégage un truc de fou. Il commence alors à marcher, il parle de tout et de rien. Et il trouve enfin un petit resto. Bon, apparemment, c'est pas un fast-food, mais c'est pas un resto gastronomique non plus. Ils sont en train de manger et là, au loin, ils peuvent entendre un verre se briser. Et là-bas, au loin, il y a Amber qui a un verre brisé à la main. Le dentiste, il capte direct et il court dans sa direction. Et Véronica, de ce qu'elle peut comprendre, ils sont limite en train de s'embrouiller. Edward revient à sa table et ils reparlent de leur vie. Très vite, le repas fini, ils repartent en direction du cabinet dentaire. Ils se disent au revoir et Véronica rentre chez elle. Elle est vraiment sur un petit nuage. En ce moment, tout se passe bien pour elle, que demander de plus? On passe maintenant un petit peu et le prochain rendez-vous de Véronica arrive. Il est 11 h 30 nickel et Edward lui fait la consultation. Une fois que c'est fini, il est quasiment midi et Edward propose une fois de plus à Véronica d'aller manger ensemble. Elle accepte et Edward dit alors à Amber d'annuler son rendez-vous de 13 h 30.
Amber, elle ronchonne, mais bon, elle passe quand même un coup de téléphone. On se retrouve maintenant dans le restaurant et tout se passe très bien. Et là, Edward va lui demander si elle serait partante pour qu'il se voie un petit peu plus qu'en dehors de cette relation dentiste-patiente. Veronica lui dit que oui, c'est possible. Bon, au fond d'elle, c'est la cucaracha. Elle lui demande alors à quelle heure il finit ce soir et il lui répond qu'il finit à 18h. Et justement, on passe un petit peu et on arrive à 18h. Veronica, elle se rend dans le cabinet dentaire. Amber la regarde étonnée et lui demande ce qu'elle fout encore là. Veronica lui répond tout simplement qu'elle vient chercher son petit ami Edward. Et à ce moment-là, elle dit petit ami juste pour emmerder Amber, étant donné que les deux sont pas officiellement en couple. Edward arrive quelques minutes après et les deux partent en centre-ville et font des petites activités dont même un cinéma. Tout se passe vraiment nickel, vraiment c'est une bête de soirée. Vient le moment de se dire au revoir et c'est le premier baiser. Veronica repart chez elle avec plein de papillons dans le ventre. Elle arrive devant son immeuble, elle joue avec ses clés tellement elle pense à d'autres choses. Maintenant elle est arrivée devant sa porte d'entrée et elle tente de l'ouvrir. Elle galère un petit peu mais bon, elle se dit que c'est sûrement le stress, l'excitation, enfin un petit mélange d'émotions quoi. Elle a réussi à ouvrir et une fois dedans, elle essaye de fermer de nouveau la porte. Mais rien n'y fait alors elle laisse tomber. Elle ferme juste son petit loquet du haut. Du coup elle va dans sa chambre, prend son pyjama et part en direction de la douche. Elle est sous la douche et elle sent son gel douche en mode normal et en faisant ça, elle a une sorte de déclic. Elle se dit mais en parlant d'odeur, dans ma chambre il y avait une légère odeur qui ne devrait pas être là. Elle ferme alors le robinet, sort de la douche, prend une serviette et la met devant elle. Elle sort de la salle de bain, marche délicatement dans le couloir et elle pousse la porte de sa chambre. Elle rentre dedans et inspecte légèrement la pièce. Elle essaye de humer l'air mais non, elle ne sent rien de particulier. Ouais, il y a juste son shampoing et son gel douche qui sentent de fou. Du coup, elle commence à faire demi-tour pour retourner dans la salle de bain. Quand d'un coup, elle est violemment tirée en arrière par les cheveux. Une personne va alors la tirer de toutes ses forces sur le lit. Et cette personne va directement se mettre sur elle. Veronica se débat comme elle peut mais elle n'y arrive pas. Elle décide alors de regarder son agresseur droit dans les yeux. Et son agresseur n'est autre que Amber. Elle se met alors à lui cracher au visage. Et ce qui fait apparemment rire Amber avec un rire hystérique. Amber va alors sortir quelque chose de son sweat et c'est un serre-flex. C'est un petit câble pour lui attacher les mains ensemble. Elle va relever Veronica et l'emmener dans le salon. Elle la pousse contre une chaise et Amber va sortir de son sac une tondeuse. Veronica sur le moment elle bug littéralement. Elle s'attendait à un pistolet, à un couteau, mais sûrement pas une tondeuse. Amber va alors la mettre en marche et commencer à lui raser le crâne. Et là je vais reprendre les mots d'Amber. Une fois que tu seras devenu laide sans cheveux, Edward sera à moi, sale poufiasse. Après ça, s'ensuit une multitude d'insultes et elle continue de raser les cheveux de Veronica qui commence à pleurer, puisqu'elle est en train de réaliser ce qui est en train de se passer. Et surtout, elle se demande jusqu'à quel point est prêt à aller cette folle. Quelle sera la prochaine étape ? Amber, elle va s'approcher du visage de Veronica et lui tenir comme ça. Tout ça pour lui dire « J'ai essayé de la jouer fine avec toi, mais il a fallu que tu gâches tout entre Edward et moi. Tu vas maintenant en payer le prix. » Veronica, elle sent que c'est maintenant qu'elle peut faire quelque chose et qu'elle n'aura plus aucune occasion de faire ça. Elle met alors un énorme coup de boule à Amber qui recule et qui se tient le nez en sang. Veronica court alors en direction de la porte d'entrée, enlève le loquet avec difficulté mais heureusement elle y arrive. Elle se met à crier dans la cage d'escalier. Heureusement, quelques secondes après, un de ses voisins de l'étage du dessus passe par là et lui vient directement en aide. Veronica tente de lui expliquer la situation. Mais bon, dans la panique, ce qu'elle dit n'a vraiment pas de sens. Heureusement, le voisin il comprend que c'est pas du tout normal de voir sa voisine nue dans la cage d'escalier. Le crâne à moitié rasé et les mains accrochées. Il appelle la police et une patrouille arrive une dizaine de minutes plus tard. Une fois sur place, les officiers ils essayent de la calmer comme ils peuvent. D'ailleurs, très vite, il y a même un des officiers qui a pris l'initiative d'aller chez elle histoire de lui ramener quelques vêtements. Et au bout d'un moment, les policiers arrivent à comprendre ce qui s'est plus ou moins passé. Vu le choc qu'elle a subi, un officier lui demande si elle peut passer la nuit autre part. Veronica lui répond que oui, elle peut aller chez sa sœur qui n'habite pas très loin. Et pendant 2 jours, Veronica n'aura pas de nouvelles de la police. Mais elle va finir par en avoir. La police a fait son investigation et a regardé les caméras de surveillance de l'entrée du bâtiment. Effectivement, ils ont vu Amber. Ils ont donc recroisé les informations et ont téléphoné à son employeur pour savoir depuis quand ils avaient pu une nouvelle d'elle. Et alors là, accrochez-vous bien, ils en ont des nouvelles d'elle étant donné qu'elle est au cabinet dentaire en train de faire son boulot. Là, une patrouille de police a été dépêchée au plus vite pour se rendre sur place. Et bien évidemment, il n'y a pas eu de nanani nanana, elle a été arrêtée sur le champ. Après ça, Amber a essayé de plaider la démence, mais c'est pas passé, alors direction la case prison. Pour ce qui est de Veronica, elle a continué un petit peu sa relation avec Edward. Et c'était clairement pas facile au début. Elle s'était donc rasé le crâne entièrement et portait des perruques au début, mais c'était pas facile pour elle. Elle avait une souffrance interne, elle se sentait pas bien à propos de ça. Et pour cette raison et d'autres, cette relation s'est arrêtée au bout d'un moment. Et justement après ça, Veronica elle en a profité pour changer d'état.
Voilà, du coup vous comprenez là où je voulais en venir, dans le sens où ouais, ça peut nous arriver à tous. Dans le sens où ouais, il y a une relation qui commence et il y a quelqu'un qui est extrêmement jaloux. Et jalousie mal placée étant donné que Amber n'était même pas en couple avec Edward. D'ailleurs, je mets un petit disclaimer pour contrer ce que Amber a dit. En mode t'as pas de cheveux, t'es laide, et bah non, c'est faux. Les filles, vous êtes bien avec cheveux longs, cheveux courts, sans cheveux, vous faites ce que vous voulez. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est celle de Betty. C'est une femme de 30 ans qui adore la nature. Elle se promène beaucoup dans les parcs, les forêts, les petits bois. Bref, elle adore découvrir les lieux et voyager tout autour de notre planète. Enfin, dans la planète, pas autour de la planète, t'as compris, elle est pas astronaute quoi. Enfin bref, avec son métier, elle en fait moins que ce qu'elle voudrait. Sachant que tous ces petits voyages, ça coûte quand même un petit peu. Donc même si elle en fait pas beaucoup en ce moment, elle s'en contente. Elle nous dit que surtout, en ce moment, elle a pas à se plaindre étant donné que dans pas très longtemps, elle va partir pour un très grand voyage. C'est à plus de 10 heures de route de chez elle, mais elle est clairement trop contente. Elle s'est trouvé un petit sentier et un petit spot qui est vraiment pas très populaire. Ce qui fait que la nature là-bas sera pas très abîmée par les voyageurs comme elle. Bref, le temps passe et le jour J arrive. Autant vous dire que ce jour-là, elle s'en souvient très bien. Elle était vraiment très contente. La veille, elle avait déjà tout préparé ce qu'il fallait dans le coffre de sa voiture. Pour ce qui est de la prévention, elle avait déjà prévenu des proches à elle qu'elle partait pour à peu près 20 jours dans cette forêt. Elle leur a dit que de temps en temps, elle retournerait sur un sentier un petit peu plus fréquenté pour aller au petit village, comme ça elle pourra manger. Et surtout se ravitailler s'il y a besoin ou quoi. Et puis bon, si jamais c'est pas le cas, au pire, elle vivra à la dure. En vrai, elle se fait pas du tout de soucis pour ce qui concerne la nourriture et l'eau. Après de nombreux voyages et tout, c'est une grande fille qui sait s'occuper d'elle en plein milieu d'une forêt. Bref, elle prend la route et elle nous dit qu'elle doit faire un petit arrêt à 5 heures de route pour se reposer un petit peu quand même. Le temps est plutôt idéal pour y aller. Il fait ni trop chaud ni trop froid. C'est parfait pour partir en rando. Betty, elle nous dit que vu qu'elle va dans un endroit qui est pas hyper connu, elle va devoir faire gaffe. Puisque bon, elle est à l'abri d'aucun danger. Surtout que c'est connu, normalement c'est pas recommandé aux randonneurs d'y aller tout seul. C'est mieux d'être accompagnée, donc elle sait qu'elle va devoir être méticuleuse dans ses trucs. Bref, elle s'arrête à son aire de repos, surtout pour se reposer. Et accessoirement, effectivement, manger et aller aux toilettes. Bref, 1 heure et demie après, elle décide de reprendre sa route. Elle va s'arrêter 3 heures après à l'hôtel qu'elle a réservé pour une nuit. Elle nous dit que ouais, elle a fait quand même 8-9 heures de route et c'est quand même pas mal pour elle. Sachant que le lendemain, elle devra faire 2 ou 3 heures de route et c'est bon, elle sera enfin arrivée sur les lieux. Elle arrive dans son hôtel et l'hôtesse est plutôt aimable. Elle lui dit que si elle a besoin, ils servent le dîner vers 20 h. Betty, elle la remercie et elle s'en va vers sa chambre. Elle ouvre la porte et elle nous dit que franchement, c'est pas le grand luxe. Mais bon, à vrai dire, elle s'en fout un petit peu, elle a l'habitude de camper. Par contre, elle nous avoue qu'auprès de la chambre, elle s'attendait quand même à mieux. À tel point qu'elle aurait préféré dormir dehors avec sa toile de tente. D'ailleurs, elle y songe vraiment beaucoup car à un moment, elle a pu voir une assez grosse bestiole qui ressemblait à une sorte de cafard. Après ça, elle a pu entendre comme des sortes d'animaux qui couraient au plafond. Bref, à ce moment-là, elle s'est dit non, c'est bon, j'arrête. Elle a refermé la porte de l'hôtel. Elle s'est dit qu'elle préférait aller camper dehors que plutôt dormir dans un taudis comme ça. Elle se dit par contre, je vais quand même essayer de me faire rembourser le prix de la chambre. Elle va donc voir la femme à l'accueil. Là, elle nous évite tous les détails en mode ouais, ils peuvent pas nanani tout le tralala. Ils sont désolés, mais non, ils peuvent pas rembourser nanani. Donc bon, la femme fait son métier et elle lui dit qu'elle peut lui proposer une autre chambre. Mais vu l'endroit, Betty, elle se dit que non, de toute façon, ce sera le même délire. Donc Betty, elle lui dit non et elle demande à cette dame si elle connaît pas un petit endroit pour aller camper un petit peu plus loin. Bon, Betty, elle nous dit que cette dame, elle est pas méchante et elle lui donne justement un endroit qui est assez près de la route. Mais c'est plutôt bien caché, donc elle devrait pouvoir y dormir tranquillement. Enfin, à ce moment-là, elle sait pas trop si cette dame lui dit la vérité. D'ailleurs, la femme de l'accueil va lui rajouter qu'elle est la bienvenue au dîner de ce soir. Si jamais, peut-être qu'avec ça, ça la fera changer d'avis. Alors là, dans la tête de Betty, elle a juste envie de lui dire une chose. Heureusement que je suis la bienvenue. J'ai payé pour une chambre qui pue, parce que oui, tout à l'heure, on a parlé de l'ensemble et tout, mais elle nous a pas parlé de l'odeur. Franchement, c'était une horreur. Bref, à ce moment-là, Betty, elle sait pas du tout si elle va aller manger vu l'endroit qui est vraiment pourri. Elle retourne dans sa voiture et essaye de trouver l'endroit que la femme lui a donné. Et elle trouve effectivement l'emplacement qu'elle lui a indiqué. Betty, elle peut voir qu'il y a une autre personne qui a décidé de camper là. Et à première vue de ce qu'elle arrive à voir, dans la tente, il y a personne pour l'instant. Donc Betty décide de mettre sa tente un petit peu plus loin. Et elle remarque quelque chose d'assez rigolo. C'est qu'en vrai, elle a la même tente que la personne qui vient de planter la première tente là-bas. Bref, le temps passe un peu et une femme arrive et se présente à Betty. Elle lui dit qu'elle s'appelle Charlotte et elle lui demande ce qu'elle fait ici. Les deux femmes commencent alors à discuter de tout et rien. Betty apprend que cette femme va elle aussi dans le même sentier qu'elle. Ce qui fait que forcément les deux femmes elles s'entendent plutôt pas mal. Elle parle un petit peu de l'hôtel et Charlotte lui apprend qu'elle s'est également fait avoir. Mais que par contre elle va aller manger un petit bout étant donné que ce midi elle n'a rien mangé du tout. Elle demande donc à Betty si elle veut l'accompagner. Betty elle hésite un petit peu quand même.
Elle se dit qu'elle pourrait peut-être passer le repas. Mais bon, elle finit par accepter d'aller voir ce qu'ils peuvent servir. Au pire, elle touchera rien du tout. Arrivée dans le pseudo resto, et bah Betty, elle nous dit que tout ça c'est pas très bien entretenu. Il y a une femme qui est venue les accueillir et qui a pris leur commande. En revenant avec leur plat, la serveuse, elle leur dit que c'est super cool de faire un petit voyage entre mère et fille. Là, Betty elle bug un petit peu et elle dit à la serveuse qu'elle n'est pas la fille de la femme en face d'elle. Là, la serveuse elle s'excuse un petit peu et elle leur dit qu'elle a pas bien compris. Elle leur dit qu'elles ont la même couleur de cheveux et quasiment la même coupe, donc bah elle a pensé qu'elles étaient mère et fille. Charlotte, elle, ça la fait plutôt rigoler et elle lui dit que c'est pas grave. Bref, la serveuse repart et quelques temps après, il y a des mecs chelous qui sont rentrés dans le restaurant. Bon, selon Betty, à première vue, ils ont pas vraiment l'air fréquentables. Ils ont des tatouages un petit peu partout, ils sont en train de fumer comme pas possible, et de l'odeur qu'elle arrive à en sentir, elle est pas sûre que c'est juste des petites cigarettes. Ça pue vraiment et surtout ces types ont l'air vraiment dégueulasses sur eux. Bon, elle essaye de pas trop y penser et elle fait abstraction de tout ça. Les deux femmes continuent de parler et elles s'entendent plutôt pas mal. Charlotte lui dit qu'elle est arrivée ici en autostop et qu'elle aimerait bien partir demain de cet endroit. Betty lui propose donc de la déposer là où elle va vu qu'elles ont la même destination. Bon, Charlotte elle est un petit peu gênée mais elle accepte. Pendant tout le repas, Betty elle peut sentir des regards derrière elle. Et ça vient clairement de la table des mecs chelous. Bon, comme je vous l'ai dit, déjà ils sont pas rassurants. Mais en plus, ils parlent vraiment bruyamment. Quand ils regardent Charlotte et Betty, ils font des gestes obscènes. Ils se mettent à toucher des parties de leur corps où ça se fait pas en public. Sachant que, en plus de tout ça, malheureusement, la serveuse elle en prend pour son grade. Dès qu'elle leur sert un plat, eh bien ces gros porcs, ils lui mettent une main aux fesses. Là c'est bon, ça en est trop pour Charlotte et Betty, elles décident de quitter l'endroit. Avant de partir, Betty elle sait pas pourquoi mais elle a regardé une dernière fois en arrière. Elle regarde la table de ces mecs et elle peut voir qu'il y a un mec qui la lâche pas du regard. Elle coupe très vite cet échange visuel plus que bizarre et elle referme la porte. Pendant tout le trajet, elle en parle pas à Charlotte car elle la connaît pas plus que ça. Bref, les deux femmes arrivent à leur petit campement et elles se disent bonne nuit et s'installent dans leur tente. Betty, elle est tellement crevée qu'elle s'endort directement. Mais à un moment dans la nuit, elle peut entendre du bruit dehors. Sur le moment, elle se dit que c'est sûrement Charlotte ou une voiture ou deux qui passe. Tout ce petit manège, il dure pendant 5 minutes et les bruits se font de plus en plus proches de la tente. Ça devient tellement proche qu'elle peut entendre des petits chuchotements. Tu penses que c'est dans quelle tente ? J'en sais rien, moi j'ai pas vu où elle est rentrée cette catin. Ouais, en même temps tu sers pas à grand chose. Ferme-la ou je te bute, sale connard. T'étais censé t'en charger tout seul. Ouais, sauf que je me suis occupé de tes merdes que t'appelles des meufs. Bon, Charlotte elle se souvient pas de toute la discussion en entier mais les gars ils s'embrouillent entre eux. À un moment, Betty elle peut voir qu'il y a de la lumière qui s'allume depuis la tente de Charlotte. Elle peut même entendre que Charlotte a dit quelque chose. Elle sait pas trop quoi mais les deux gars dehors ont l'air de courir et de s'enfuir. Autant vous dire qu'après ça, Betty, elle a pas réussi à se rendormir. Mais bon, elle a essayé de se rassurer comme elle pouvait en se disant que dans quelques heures, elle ne serait plus ici. Le matin arrive et Betty, elle a une tête d'enfer. Mais bon, Charlotte, c'est à peu près la même chose. Les deux femmes ont discuté un petit peu de ce qui s'était passé dans la nuit. Et en gros, elles se sont dit que c'était sûrement des mecs un peu bourrés qui essayaient de leur faire peur. Charlotte et Betty décident donc de prendre la route le plus vite possible. Elles remballent et embarquent pour leur randonnée. Sur le trajet, Charlotte et Betty ont conclu que ce serait bien qu'elles fassent un petit peu de rando ensemble. Sauf que Charlotte, elle doit rentrer un petit peu plus tôt que Betty. Donc à un moment, elle partira seule dans son coin. Arrivée sur les lieux, Betty fait un petit détour pour aller chercher de quoi manger et boire pour aujourd'hui. Elle a des trucs de survie dans son sac, mais c'est pour le reste de la rando. Pour Charlotte, c'est pareil, les deux femmes s'enfoncent dans la forêt. Nos demoiselles mettent un petit peu de temps à trouver où elles doivent aller pour aller dans le sentier moins emprunté. Mais de ce qu'elle peut nous dire, effectivement, ça valait vraiment le coup. La végétation est plus dense, elle a même pu apercevoir des animaux, et même d'un petit peu plus proche que d'habitude. Les deux femmes trouvent un petit coin sympa pour poser leur campement. Tout se passe super bien, elles ont même trouvé un petit ruisseau. Les deux femmes finissent par dormir car demain, une très longue journée les attend. Dans la première nuit, Betty, elle nous dit qu'elle a senti comme si elle était observée. Malgré les nombreuses randonnées qu'elle a fait, elle avait jamais eu ce sentiment. Elle a vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui rôde. Bref, la fatigue étant qu'à un moment, elle arrive quand même à s'endormir. Le lendemain, Charlotte et Betty remballent leurs affaires et partent. Leur marche continue, mais cette fois-ci c'est en pente. Donc elles vont devoir s'activer pour trouver une bonne place pour ce soir. Les heures s'écoulent et Betty sent comme si quelqu'un les épiait. Elle n'en parle pas à Charlotte car elle se dit que sûrement elle va lui dire que ça vient des animaux. Arrivé le soir, elles ont trouvé un petit coin sympa et elles se sont fait un petit feu. Et elles ont installé leur tente. Mais elles ont eu le malheur de ne pas fermer leur tente. Et ce soir-là, malheureusement, elles ont eu pas mal de moustiques ou d'autres bestioles qui se sont infiltrées dedans. Donc elles décident qu'elles vont dormir dehors avec leur sac de couchage. Au pire, c'est pas grave, elles vont pouvoir contempler les étoiles. Charlotte, elle s'est endormie instant. Betty, quant à elle, regarde donc le ciel étoilé qu'elle ne voit que très rarement en ville.
Bref, à force de regarder ces belles étoiles, eh bien elle finit par s'endormir. Quand d'un coup, elle se réveille car elle a l'impression que quelque chose lui a touché la joue. Elle ouvre les yeux, mais entre le temps où elle se rend compte de la chose et que son cerveau lui dise d'ouvrir les yeux, il y a quoi 15-20 secondes qui se sont passées. Betty, elle regarde donc à droite, à gauche. Elle voit rien, donc elle décide de se lever pour voir un petit peu mieux. Mais il y a toujours rien. Donc bon, elle se dit que c'est sûrement un animal qui l'a frôlé ou une bestiole. Puisque de toute évidence dans cet endroit il y a pas mal de bestioles. Là Betty elle regrette quand même le choix du spot qui était pas forcément idéal. Bon, elle finit quand même par se rendormir. La nuit passe normalement mais elle se sent toujours observée. Sachant que là elle a quand même vachement mal aux épaules. Elle a pas hyper bien dormi après une nuit au sol. Bref, les deux femmes font leur routine et montent la forêt en pente. Arrivé à un moment, Charlotte, elle craque littéralement son pantalon. Bon, Betty, forcément, enfant comme elle est, ça la fait exploser de rire. Sauf que Charlotte, elle est plutôt gênée. Et ça peut se comprendre. Charlotte lui avoue que justement, un petit peu plus tôt, elle a perdu ses vêtements de rechange. Et elle lui demande si elle aurait pas un truc à lui prêter. Bon, notre petite Betty, elle est gentille. Et elle lui tend donc un pantalon à elle. Sauf que maintenant, les deux femmes, elles ont carrément le même pantalon. Vu que Betty, elle s'était pas fait chier. Elle avait pris plusieurs fois le même pantalon dans son sac. Les deux femmes continuent donc leur exploration. Et c'est également le dernier jour où Charlotte est avec Betty. Donc forcément, les deux femmes, elles en profitent un maximum. La nuit arrive et tout se passe bien, sauf toujours cette même sensation d'être observée. Le matin arrive et les deux femmes passent pas mal de temps à discuter. Alors quand Betty laisse Charlotte, il doit être dans les environs de 1 ou 2 heures de l'après-midi. Betty, elle décide qu'elle va laisser son camp ici et qu'elle va pouvoir faire un petit peu le tour des environs. D'ailleurs, elle est super contente, elle a pu trouver un coin d'eau qui est une pure merveille. Un endroit naturel mais tellement beau. Elle y passe pas mal de temps, surtout que ça la repose un petit peu dans sa marche. L'heure arrive enfin où elle doit retourner à son campement. Après ça, c'est l'heure de manger et elle se dit que être tout seul, ça fait du bien quand même. Charlotte, elle est bien sympa ou quoi, mais être seule, c'est encore plus sympa. Bref, l'heure de dormir arrive. Elle décide donc d'admirer les étoiles. Elle est sur le point de s'endormir quand d'un coup, elle entend crier. C'est même pas un cri de terreur, c'est un cri de souffrance. Là, elle est sûre d'une chose, il s'est passé quelque chose de mal. En plus, elle a clairement l'impression qu'elle reconnaît la voix qui vient de crier. Elle peut entendre de nouveau un cri de désespoir. Là, Betty, elle en est sûre à 100%, c'est bien Charlotte qui vient de crier. Betty, elle cherche pas à comprendre et décide de prendre sa lampe torche et d'aller l'aider. Elle se dit que peut-être elle est tombée dans un fossé ou un truc dans le genre. Elle peut pas prendre le risque d'attendre, si quelque chose de grave lui arrivait, les heures comptent. Elle essaye donc de crier le nom de Charlotte, mais en retour, elle n'entend rien. Elle essaye de regarder un petit peu partout et là, elle peut voir un campement. Et elle reconnaît très bien la fameuse toile de tente de Charlotte, qui d'ailleurs n'a pas fait beaucoup de marche étant donné que c'est à quoi 15 minutes de son campement à elle. Bref, elle la cherche un petit peu partout et elle ne voit personne. Mais elle remarque qu'il y a quand même des traces de pas ici et là. Elle décide donc de suivre les traces de pas. Sauf qu'à un moment, elle peut voir du sang. Premier réflexe qu'elle a, elle se dit que Charlotte a dû voir une bête blessée et qu'elle l'a suivie. Elle se met donc à suivre les traces de pas assez facilement étant donné qu'il y a du sang. Ce qui est quand même assez bizarre, c'est qu'elle voit pas de traces de pas d'animaux. Il n'y a que ceux de Charlotte. Betty se dit donc qu'elle doit être blessée, qu'elle s'est fait mal. Et que probablement elle a essayé de retrouver son campement sans succès. Elle essaye donc de l'appeler mais aucune réponse. Elle avance mais il y a une alarme qui se déclenche chez Betty et qui lui crie en boucle dans sa tête. Danger, danger, danger. Là, Betty à un moment, elle avance et elle a de plus en plus mal. C'est un feeling assez bizarre, elle sent qu'elle doit pas faire un pas de plus. Au loin, elle peut voir une grosse mare de sang avec Charlotte juste à côté. Elle a littéralement un couteau planté dans le ventre. Là, pour Betty, c'est extrêmement dur. L'horreur et la panique la prennent directement. Là, elle sait que ça peut paraître égoïste de sa part ou quoi. Mais elle a pas cherché à comprendre si elle était vivante ou non, elle a eu peur pour sa vie à elle. Surtout qu'à ce moment-là, elle a pu entendre des bruits de pas de l'autre côté qui arrivaient vers le corps de Charlotte. D'ailleurs, elle regarde Charlotte d'un petit peu plus près et elle peut voir que le couteau a l'air quand même bien enfoncé. Et surtout, de ce qu'elle arrive à voir, les yeux de Charlotte sont fermés. Il y a une émotion qui envahit Betty et malheureusement, elle va donc faire tomber sa lampe torche. Elle pousse limite un petit cri mais elle met directement sa main devant sa bouche pour se taire, puisqu'elle va très vite entendre des hommes parler entre eux. Merde, elle est pas à son campement, qu'est-ce qu'on fait? Elle a dû entendre les bruits de la grognasse qui a hurlé comme une truie quand je l'ai plantée 3 fois. En entendant ça, Betty elle essaye de reculer le plus doucement possible. Elle a très vite compris qu'il parlait clairement d'elle. Elle recule tout doucement et le dernier mot qu'elle a pu entendre de leur conversation c'est « trouve là ». À ce moment-là, elle a pas son téléphone, elle a pas de repère, il fait nuit et elle a clairement pas envie de retourner auprès du corps de Charlotte pour récupérer une lampe torche. Elle se met donc à bouger dans la forêt à l'aveugle. Elle espère qu'une chose, c'est que ces malades ne vont pas la trouver. À un moment, elle trouve une espèce de tronc qui est assez gros où elle pourrait se cacher. Elle prend donc des feuilles et un petit peu de branches aux alentours pour se faire une petite planque. Elle est terrorisée, elle sanglote, elle a vraiment envie de pleurer.
Mais en plus de ça, elle ne peut pas. Elle se dit que si l'un d'entre eux l'entend, elle va finir comme Charlotte. 2-3 minutes après, elle peut entendre des bruits de pas qui viennent juste à côté de son tronc. Intérieurement, elle pleure toutes les larmes de son corps. Elle a tellement peur qu'il la trouve qu'elle en a honte aujourd'hui, mais elle s'est littéralement pissée dessus. Elle met carrément sa main sur sa bouche, elle a peur qu'un son sorte de son corps. Elle est tellement dans un stress extrême qu'elle en a perdu connaissance. Quand elle se réveille, elle entend plus personne autour d'elle. Elle va donc attendre comme ça, dans l'angoisse, dans le désespoir que quelqu'un vienne l'aider. Mais elle sait très bien que c'est sans espoir, surtout à cette heure-ci de la nuit. Quelques heures vont passer qui sont un véritable calvaire pour Betty. Elle va essayer de dégager les feuilles et les branches qu'elle a mis devant sa cachette. Elle regarde un petit peu aux alentours et elle décide de retourner voir le corps de Charlotte. Sauf qu'une fois arrivée sur les lieux, il n'y a plus rien. Bon, elle n'a pas cherché plus que ça, elle est sortie de cette forêt en laissant ses affaires dans son camp. Elle avait clairement trop peur que ces personnes l'attendent là-bas. Elle a fait le trajet retour en 3 jours étant donné qu'elle s'est perdue à un moment. Elle était fatiguée, assoiffée et elle avait extrêmement faim. Ces nuits-là, elle a vécu un véritable cauchemar. Elle dormait pratiquement pas, elle avait peur, elle était vraiment sur ses gardes à chaque bruit. Elle se doutait que ces gars étaient probablement à sa recherche encore maintenant. Une fois sortie de la forêt, elle a décidé de pas directement aller à sa voiture. Elle a marché encore et encore pour aller à la ville la plus proche et donc au commissariat le plus proche. À un moment, elle en pouvait tellement plus qu'elle s'est même résout à faire de l'autostop. Heureusement, un gentil papy a bien voulu la prendre. Dans la voiture, il lui a demandé ce qu'elle avait vécu. Mais Betty est restée silencieuse tout du long. Bref, Betty est arrivée au commissariat et leur a raconté toute son histoire. Des rangers ont été missionnés pour aller fouiller l'endroit, mais ils n'ont rien trouvé, même pas sa toile de tente. Betty nous dit donc qu'à part son récit, elle a aucune preuve concrète. La seule chose qui est sûre, c'est que maintenant Charlotte est portée disparue. La dernière fois que Betty l'a vue, c'était avec un couteau planté dans le ventre. De ce que Betty en sait, les rangers ont quand même pas mal ratissé la forêt. Mais ils ont rien trouvé, que ça soit les affaires de Charlotte ou bien les siennes. Et ça l'a rendue folle. Après un certain temps, forcément ils ont arrêté leurs recherches ne trouvant rien. Ce qui fait que les hommes qui ont tué Charlotte n'ont jamais été retrouvés. Du moins de ce que Betty en sait. Malheureusement, Betty a été tellement traumatisée qu'elle ne va plus en forêt. Pourtant, c'était vraiment une passion de fou pour elle. Mais malheureusement, ces hommes lui ont gâché la précieuse passion qu'elle avait. Et surtout, elle nous dit qu'elle aurait jamais voulu voir ça. Comme elle le dit à un moment, oui, Charlotte, c'était pas sa best friend ou quoi. Mais tu veux clairement pas voir le corps sans vie de quelqu'un avec qui t'as passé quelques jours quand même. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette histoire. Je sais pas ce que vous en avez pensé, moi je pense que c'est une véritable dinguerie. Heureusement, j'ai pas le temps d'aller en forêt, j'ai envie de vous dire. Bon, les petits potes, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit pouce bleu et un abonnement. Là, je te mets un petit Instagram et si jamais tu veux me soutenir, tu peux aller t'abonner sur ma chaîne secondaire, ça fera très plaisir aussi. Bon, si t'en veux encore, t'inquiète pas, t'as de quoi faire, je t'invite à aller voir une de ces 2 vidéos là. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tchuss les petits potes.